Bonjour à tous. Quand j'ai dû choisir un sujet, quand j'ai été contacté, j'ai beaucoup hésité. Et puis j'ai un ami qui m'a parlé de finance et qui m'a dit aujourd'hui, c'est simple, sur les places financières, il n'y a plus de traders, ça n'existe plus. Enfin, c'était vraiment de la caricature. Et il m'a dit ce sont des machines qui les ont remplacés et le métier a disparu. Alors je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent penser comme ça, peut-être même dans cette pièce. Je vais peut-être vous poser la question, levez la main si vous pensez que le métier de trader a grandement disparu et que dans les métiers de la finance, les machines commencent à prendre la place. Levez la main si vous pensez que c'est le cas. Ça fait quand même beaucoup de personnes, je trouve. Mais ça, c'est normal. Vraiment, c'est normal de penser ça. Et en fait, c'est pour moi une légende urbaine. Et j'aimerais bien la déconstruire aujourd'hui avec vous. J'aimerais bien parler de tout ça pour vous expliquer que, en fait, il faut être un peu plus nuancé. Et que pour moi, dans mon sens, les marchés financiers, en fait, ils constituent vraiment l'ultime exemple d'un changement de paradigme. Ce n'est pas uniquement une disparition de métiers. C'est plus un changement vraiment d'écosystème où en fait des métiers ont été remplacés par d'autres métiers et pas des métiers qui ont été remplacés par des machines. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le trading? Qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading, en fait, c'est simplement l'action de faire des achats et des ventes sur une place boursière. Pour faire simple, le trading, c'est effectuer des transactions sur un marché. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le trading algorithmique? Le trading algorithmique, c'est un concept qui est apparu il y a quelques dizaines d'années. En fait, c'est apparu en même temps que l'avènement de la technologie. Et c'est en fait une activité de trading, mais qui utilise des algorithmes pour effectuer des transactions. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est la différence en fait? Un trader, à l'époque, c'était devant un ordinateur, et ça cliquait pour acheter et vendre. Et là maintenant, c'est des algorithmes qui font le travail. En fait, la différence, elle est subtile, mais elle a un énorme impact sur le métier. C'est que quand c'était le trader qui cliquait sur la souris et, et qui appuyait sur le clavier, c'était lui qui prenait la décision. Là maintenant, c'est la machine qui la prend. Alors, attention, encore une fois, ce n'est pas tous les métiers du trading qui ont été remplacés, mais ça tend à le devenir. Il y a une immense majorité des métiers de ce type-là qui commencent à laisser place à la machine. Et j'aimerais bien faire un cas particulier, c'est sur ce cas particulier surtout que je vais beaucoup parler, c'est le trading haute fréquence. Qu'est-ce que c'est que le trading haute fréquence? En fait, c'est un cas particulier donc, du trading algorithmique, mais qui s'effectue sur une fréquence extrêmement haute. En fait, tout simplement, ça se base sur l'idée suivante, c'est que si on effectue énormément de transactions et qu'on a une probabilité supérieure à 50% d'avoir un profit, en fait, en moyenne, on va être gagnant. Tout simplement ça. Évidemment, en enlevant les frais de transaction, etc. Mais bon, ça c'est du détail. Je vais vous donner un exemple. Si j'effectue 1 million de paris sur une journée, donc un pari pour moi, c'est j'achète un produit que je juge à prix bas et je le revends à un prix que je juge plus élevé. Pas que je juge plus élevé, mais qui est plus élevé. Comme ça, je réalise un profit. Et imaginez, je fais 1 million de paris comme ça. J'ai 60% de chance de gagner 1 centime et 40% de chance d'en perdre 1. En moyenne, à la fin de la journée, j'aurai 2000 € de profit. C'est bien plus complexe que ça en réalité, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est que le trading haute fréquence. Et alors, pour apporter une précision en plus, qui rend les choses vraiment, pour vous faire toucher un peu du doigt à quel point c'est extraordinaire, c'est que des logiciels haute fréquence peuvent faire jusqu'à 1 million de transactions par jour, même plus. Alors vous imaginez bien, et c'est là que je veux en venir, sans machine, si je mets quelqu'un devant un ordinateur et qui doit appuyer sur Entrée 1 million de fois, je ne donne pas cher la peau du bouton Entrée, quoi. À la fin de la journée, je pense qu'il va falloir changer de clavier. Et puis, je pense que les décisions seront complètement hasardeuses, en plus de ça. Et je ne suis même pas sûr qu'il arrive à appuyer 1 million de fois en 86 400 secondes. Donc, maintenant, mon sujet que j'aimerais aborder, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là? C'est vrai. Enfin, vous pourriez me dire, mais pourquoi donc
faire ça? Pourquoi utiliser les machines? Pourquoi leur laisser prendre la décision? Enfin, à l'époque, les traders, c'est même encore le cas, ça existe encore évidemment, mais un trader qui prendrait la décision lui-même et puis qui appuierait sur le bouton pour acheter et vendre, qui passerait son appel, etc. En fait, c'est la même chose. S'il prend les bonnes décisions, on ne voit pas la différence. Et ça, c'est une question légitime. Pourquoi est-ce que vraiment le marché financier a été transformé? Parce que là, c'est radical, c'est une transformation. Imaginez, c'est comme si vous alliez dans tous les supermarchés et qu'en fait, il n'y avait que des agents de surveillance pour les caisses automatiques. C'est vrai, c'est ce qui est en train de se produire, mais ça s'est produit à une vitesse folle. Et enfin, j'aborderai la question légitime aussi, que vous devez tous vous poser, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que ça, en fait, c'est la question millénaire, et je pense qu'il n'y aura jamais vraiment de réponse, mais moi, je vais essayer de vous apporter de la nuance et de vous éclairer sur la manière avec laquelle il faut appréhender ce sujet. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie? La majorité donc, des opérations financières, elles sont réalisées à partir de règles prédéfinies. Donc par exemple, j'achète une action, et dès que ça prend 10%, je revends. Et dès que ça perd 10%, je revends aussi parce que j'ai peur que ça aille plus bas et que je perde tout. Donc ça, ce sont typiquement des algorithmes. C'est un algorithme, c'est très facile à coder. Les informaticiens savent très bien faire ça, il n'y a pas de problème. La machine peut très bien le comprendre. Donc déjà, ça vous éclaire un peu sur le fait que en fait, ce que fait un trader, c'est un algorithme. Donc on peut très bien le mettre sous forme de machine, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et pour vous expliquer le pourquoi du comment, je vais prendre un exemple. C'est celui d'un spéculateur sur un marché de légumes, de fruits et légumes. Comme ça parle à tout le monde. C'est pas compliqué, c'est pas barbare. Et donc, imaginez quelqu'un qui traite sur le marché des fruits et légumes et qui se dit, voilà, cette année, je vais traiter de la tomate. Ce que je vais faire, c'est que là, on est en janvier, je sais que la tomate s'est récoltée entre juillet et septembre. Et ce que je me dis, c'est que si la récolte est mauvaise, le prix, il va monter parce que la tomate va être plus rare. Et donc du coup, si je m'arrange avec un agriculteur à l'avance pour que, au moment de la récolte, je puisse acheter de la tomate au prix de l'année dernière, je réaliserai un profit. Je l'achèterai au prix de l'année dernière et je revendrai plus cher un petit peu après quand ce sera rare. Très simple. Le premier problème que notre spéculateur va avoir, c'est en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va regarder des indicateurs météorologiques, il va vouloir prédire si la récolte va être bonne ou pas. Donc il va regarder des indicateurs comme la température, la météo, tous les indicateurs de météo, le vent, le temps d'exposition au soleil, les prédictions du changement climatique, la probabilité qu'il y ait du gel en juin, par exemple. Il veut affiner le plus possible sa prédiction en utilisant le plus possible de paramètres. Il va construire en fait un système très complexe dans lequel il y a des corrélations folles avec une bonne récolte ou une mauvaise récolte. Et il va vouloir prédire le mieux possible. Mais le problème, c'est que vous en convenez, suivre 150 indicateurs météorologiques au jour le jour, vérifier ça chaque heure, regarder comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux, comment ça est corrélé, comment, oui, mes températures, oui, mais le vent, oui, mais... c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe. Même nous, en tant qu'humains, on arrive quand même à apprendre beaucoup de choses, mais si on passe toute notre vie à étudier ces choses-là, je ne suis même pas certain qu'on soit capable de faire des bonnes prédictions en suivant ces choses-là. En fait, les machines peuvent le faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle par exemple l'intelligence artificielle, et c'est typiquement des algorithmes. Elles vont prendre en compte énormément de dimensions, plein de paramètres, et au jour le jour, elles vont surveiller ça, et puis au final, elles arriveront à sortir une prédiction. Et puis on va les tester sur le passé, pour voir si elles arrivent à faire des bonnes prédictions. Et si elles arrivent à le faire sur le passé, par exemple, on pourra les mettre en production et notre spéculateur de marché sur le marché des fruits et légumes pourra spéculer sur la tomate et il sera à l'aise, il se dira mon algorithme il marche bien sur le passé, peut-être que ça marchera bien sur le futur et je fais ce pari. Et là, c'est là que vous touchez du doigt, quand je parle de ça, pourquoi je vous dis que en fait, ce métier n'a pas disparu exactement. En fait, ce qui s'est passé exactement dans les marchés financiers, et ça c'est extrêmement important de le comprendre, c'est que c'est un changement de monde. C'est-à-dire que des métiers ont disparu,
plus ou moins, mais ce sont d'autres métiers qui les ont remplacés. Maintenant, dans les marchés financiers, vous trouvez énormément de mathématiciens, de physiciens même, il fut un temps, d'informaticiens, de data scientists, donc scientifiques de la donnée, parce que le fait qu'il y ait du trading haute fréquence, ça génère énormément de données, donc du coup, il y a des scientifiques de la donnée, etc., etc., et même des ingénieurs télécoms. Pourquoi des ingénieurs télécoms? Ça, c'est parce que notre spéculateur sur les marchés de fruits et légumes, il fait face à un second problème. Là, je vous ai donné l'exemple où il est tout seul. Il est tout seul, il a son algorithme qui marche, plus ou moins, et puis il spécule seul, quoi. S'il se sent puissant, il a l'avantage, parce qu'en fait, c'est un marché sur lequel c'est que des gens qui vont acheter sur la place, au marché du dimanche, et lui, il a son algorithme qui est hyper développé, hyper sophistiqué. Mais imaginez, faites l'expérience suivante, mentale, imaginez qu'il y en ait des milliers comme lui, qui aient tous pensé à ça, qui aient un algorithme, qui aient une machine, un super ordinateur très performant, très bien calibré sur le passé, très bien configuré, qui arrive à faire des bonnes prédictions, etc., etc. Donc en fait, il a beaucoup de concurrence, et de la concurrence de son niveau. Et bien là, il a un problème, c'est que, en fait, l'offre, elle est limitée. Il va vouloir envoyer, en fait, là, si son ordinateur lui dit tiens, je prédis à 90% que ça va être une mauvaise récolte, ah bah là vite, l'ordinateur, il va envoyer un ordre. Par exemple, il va envoyer à un agriculteur bah tiens, je veux signer un contrat avec toi, comme quoi tu vas me livrer 100 kg de tomates en juillet pour le prix de l'année dernière. Et l'agriculteur, lui, bah, il est content, il n'a pas besoin d'aller au marché en juillet. Donc il lui dit ok, ça marche, pas de problème, on fait ça. Mais sauf qu'il y en a des milliers comme lui qui vont envoyer ça à cet agriculteur. Donc il faut qu'il soit le premier. Et si c'est des algorithmes, des ordinateurs qui font ça, c'est extrêmement rapide. Donc il faut qu'il ait l'ordinateur le plus performant possible. Il faut qu'il y ait toute une infrastructure derrière, qu'il utilise par exemple la vitesse de la lumière et pas la fibre optique, pour aller jusqu'à... Donc il faut qu'il utilise des antennes radio. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'avènement du trading haute fréquence, il y a des choses complètement extraordinaires qui se sont passées. C'est qu'il y a des firmes de trading qui ont payé des ingénieurs télécoms et qui ont loué des antennes radio partout en Europe, des antennes radio, et ils payaient des terrains avec ces antennes radio-là, ils les louaient tous les mois, des centaines de milliers de dollars, pour envoyer, tout simplement pour gagner 1 milliseconde sur les concurrents, voire moins qu'une milliseconde, quelques nanosecondes sur le concurrent, et acheter le premier, au prix qu'ils veulent. Des choses complètement surréalistes. Et donc revenons au sujet maintenant. En fait, pourquoi les machines, elles se sont imposées dans le milieu financier? Déjà, alors, le premier point, c'est pour être plus rapide que ses concurrents et avoir le meilleur prix. Le deuxième point, c'est pour avoir des ordres d'achat et de vente. Donc des ordres d'achat, c'est tout simplement dire je veux acheter ou je veux vendre. Vu que c'est basé sur des règles prédéfinies, et ce sont des algorithmes par définition, donc ça se prête très bien à la construction de machines. Et aussi pour aller dans la finesse, d'intuition, vous pouvez vous dire une machine, ça n'a pas d'émotion. Et ça, c'est particulièrement important dans la finance, parce que ça, on le dit surtout, on le dit, les machines remplacent les humains, oui, ouais, mais c'est parce qu'elles n'ont pas d'émotion, c'est trop bien. Oui, mais en finance, c'est particulièrement important, justement, parce que ça arrive tous les jours qu'un trader ne suive pas la règle qui s'était prédéfinie, parce qu'il se dit, je m'étais dit que je revendrais si ça prenait 10%, mais là, ça a pris 10%, ça va peut-être prendre encore 10%, vas-y, je vais attendre. Et puis, la machine, elle ne va pas se dire ça. La machine, elle ne va pas se dire, vous avez un Lenovo, elle va se dire, ouais, mais mon maître concepteur qui m'a construite, l'informaticien là, franchement, j'ai discuté avec mon pote le MacBook hier, il m'a dit, je le sens bien là, j'ai du flair, je sens que ça va monter encore. Je pense que je vais attendre, c'est une bonne idée, vraiment, c'est super. Super idée. Ouais, mais sauf que 5 minutes après, en fait, il avait tort, c'est redescendu et il a perdu son profit. Il aurait pu avoir raison, mais il n'a pas suivi sa règle. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a aussi le fait que une machine, vous pouvez l'empêcher d'avoir des conflits d'intérêts. Si elle est programmée pour ne pas en avoir, si elle est programmée pour suivre la régulation à la lettre, elle la suivra. Et puis si elle ne la suit pas, c'est un bug informatique, et l'informaticien qui l'a conçu, il peut s'en occuper facilement. Maintenant, est-ce que ça démontre, et je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça,
Est-ce que ça démontre que les machines sont infaillibles, que c'est super, et que il faut que les traders soient remplacés par des machines du coup? Parce que c'est incroyable, ça n'a pas d'émotion, ça va à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'est vraiment le monde qu'il faut pour la finance? Le 6 mai 2010, il y a eu ce qu'on appelle un flash crash, ou un crack éclair. En fait, ce qui s'est passé, un flash crash, c'est lorsqu'il y a une baisse brutale du prix, complètement imprévisible pour nous humains, une baisse brutale du prix, tellement violente qu'en fait, quelques temps après, ça revient un petit peu à l'équilibre, à la moyenne. Alors ça ne revient pas à la valeur forcément de la valeur précédente, mais en fait ça fait un trou et ça remonte. Imaginez, c'est comme si le prix de la tomate, pendant l'espace de 30 minutes sur un marché, ça passait de 2,50 € le kilo à 10 centimes le kilo, hop, et ça remonte à 2,40 €. C'est exceptionnel quand même. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé le 6 mai 2010. En fait, ce qui s'est passé, et ça, vous imaginez bien que ce qui est derrière, c'est les algorithmes. C'est à cause d'eux, les méchants. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une institution financière, un agent, qui a voulu vendre un montant astronomique en volume d'un produit. D'accord ? Ce produit-là représentait, c'est le S&P 500, il représente, l'indice S&P 500, il représente la santé économique des plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé donc il a dit, voilà, je veux vendre énormément de ce produit, quelques milliards. Et en fait, quelle est la réaction d'un humain? Simple. On voit ça, on se dit, le prix risque de baisser, parce qu'il va vouloir vendre beaucoup, les prix vont s'effondrer. Et ce que je peux faire, c'est je vais baisser un petit peu mon prix. Et puis les autres humains, ils vont baisser un petit peu leur prix, pour acheter, je parle, pour lui acheter. Parce qu'ils veulent pas, ils savent que le prix va baisser, ils se disent, je ne vais pas acheter trop, je vais baisser un peu, parce que j'anticipe que ça va baisser le prix. Donc je veux lui acheter ce qu'il veut vendre à un prix bas, vous comprenez? Mais en fait, les algorithmes, ils ont réagi comme ça, mais à l'échelle de la milliseconde. Donc en fait, en quelques secondes, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un effet boule de neige. Les algorithmes se sont dit, je vais lui acheter à prix un peu plus bas. Puis l'algorithme numéro 2 s'est dit, ouais, mais l'algo 1, il veut acheter à ce prix-là, je vais acheter à un prix encore plus bas, etc., etc. Et en fait, ça a fait écrouler le prix et il a perdu 10% en quelques minutes. Et en fait, donc on peut se dire que les algorithmes se sont emballés. Alors la solution, est-ce qu'il faut couper le disjoncteur dans ce cas? Je dis ça parce qu'il y a une anecdote assez drôle. Quand ça s'est passé, il paraît que dans certaines firmes de trading haute fréquence, il y a des traders haute fréquence qui se sont jetés sur les multiprises pour tout débrancher parce qu'ils étaient en panique complète. Ils se disaient, mais ils sont en train de devenir fous ces algorithmes. En fait, les algorithmes n'avaient pas été entraînés sur ce genre de choses. Ils avaient entraîné sur des marchés où les volumes ne sont pas délirants. Et là, il y a eu un volume délirant qui est arrivé, le mec a voulu vendre 2 milliards ou je ne sais combien d'un produit, et l'algorithme a complètement déliré. Et ils se sont emballés. Maintenant, en fait, pourquoi cette crise elle est dangereuse? On pourrait me dire, ouais, mais c'est pas très dangereux, en fait, ça perd 10%, puis après, quelques minutes après, ça revient un peu. C'est pas dangereux, dans le fond. Bon, dans un certain sens, je peux comprendre cette réponse. Mais dans le sens purement économique, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, et je vais revenir pour finir sur mon exemple du marché de légumes après, pour bien comprendre ce procédé. Mais pourquoi c'est dangereux? C'est parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est au final une action? Le prix d'une action, qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète la santé économique d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est un indice, comme le CAC 40 par exemple? Ça reflète la santé économique du pays, un peu. Ça reflète quand même la santé économique des grandes capitalisations de ce pays et donc du pays. Si ça s'écroule, en général, c'est qu'il y a un événement grave qui s'est déroulé, par exemple Covid, et crise de 2008 aussi. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas en fait. Là, ça ne reflète plus la santé économique du pays. Si ce sont les algorithmes qui dirigent, pour reprendre le mot anglais, qui drive la direction du prix d'un produit, imaginez des fruits et légumes, ça ne va plus, ça ne reflète plus du tout la santé économique de cette chose-là. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que ce produit-là qui représentait ça pour les États-Unis, et pendant quelques minutes, ça a été juste le résultat d'algorithmes qui se sont complètement emballés.
Maintenant, pour revenir sur mon marché de légumes, en fait, je ne vais pas forcément prendre l'exemple que j'avais écrit là, mais un qui parlera plus, c'est, imaginez un marché avec 500 vendeurs de légumes, 500 vendeurs de tomates, et en fait, ils ont une borne à l'entrée, une borne par laquelle rentrent les gens et sortent les gens, et leurs algorithmes, en fait, donc ils ont tous un algorithme dans leur marché qui évalue le nombre de personnes qui rentrent et le nombre de personnes qui sortent. Okay, et en fait, en fonction de ça, s'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, ils vont faire monter les prix, parce qu'ils savent que ça va se vendre, et s'ils voient qu'il n'y a personne qui rentre, et qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, ils vont faire baisser les prix. Imaginez ça. Donc en fait, en règle générale, toute l'année, ça va représenter l'offre et la demande, tout va bien se passer. Et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, il y a une foule immense qui rentre dans le marché. D'un coup. Ça se fait en quelques minutes. Ils n'étaient pas prêts, et il y a une foule immense qui rentre. Le premier stand qui est à l'entrée, l'algorithme, il va voir ça, il va paniquer, il va se dire, bon, allez, je vais monter le prix. Hop, plus 1 euro au kilo. Et puis l'algorithme numéro 2, qui surveille ce qui se passe, il voit la foule, et en plus, il voit son collègue à côté augmenter le prix. Il se dit, je vais encore l'augmenter, parce que de toute façon, c'est la tendance, ça va continuer à augmenter. Et etc., etc. Et ça fait un effet boule de neige sur les 500 stands, et au final, vous vous retrouvez avec un prix à 45 € le kilo. Et ça se produit en quelques minutes, parce que la foule, en fait, elle est à peine entrée, que tous les algorithmes réagissent comme ça à l'échelle de la milliseconde, et au final, le prix de la tomate ne reflète absolument pas la qualité de la récolte, d'une part, mais aussi la demande des restaurateurs, et etc., etc. Pour terminer, j'aimerais aussi parler d'un danger de ces algorithmes-là qui est complètement en lien avec l'intervention précédente. C'est en fait la manipulation des prix. Parce qu'à l'échelle haute fréquence, c'est extrêmement complexe. On ne peut pas voir les choses, nous. On ne peut pas observer à l'échelle de la milliseconde près. On ne peut pas observer ce qui se passe. Et en fait, il y a beaucoup de trading haute fréquence qui utilisent justement le fait que ce soit à haute fréquence pour manipuler les prix. Et donc les prix sont encore moins représentatifs de l'économie. Et ça, c'est particulièrement visible sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies en général. Et c'est pour ça que toute l'action qui est en train de se dérouler là, c'est que les régulateurs et la réglementation va se tourner vers la gestion de tous ces problèmes. Et donc, pour conclure, non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser les machines gérer l'économie, on ne peut pas laisser les machines tout faire toutes seules. Il faut absolument qu'il y ait des humains qui soient derrière, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de disparition de métiers, à proprement parler. C'est simplement un changement de paradigme, des nouveaux métiers qui se créent, et donc les sciences, surtout, qui deviennent omniprésentes dans ce milieu. Voilà, je vous remercie.